n'a aucune donnée, objective ou en tout cas très, très peu, qui permettent, de quantifier les risques dans la population, en France. Et donc on a mené cette étude avec un double objectif. Le premier, c'est justement de quantifier de manière objective les usages des outils de communication, les usages du numérique et Arnaud pourra préciser comment, et également en face de ces usages, d'analyser quels étaient les risques cognitifs pour les salariés français, pour les collaborateurs et pour les managers. C'est donc ce qui nous a réunis pendant maintenant, depuis plusieurs mois pour venir éplucher un certain nombre de données et les regarder à l'aune des sciences cognitives. Et Arnaud, je te laisse la main. Oui, merci Gaëtan. Bonjour à tous à nouveau. On pense aujourd'hui, quand on a commencé à travailler sur cette étude, ça fait déjà plusieurs mois parce qu'on a commencé cet hiver, on s'est beaucoup posé la question de savoir si finalement les entreprises ne voulaient pas mettre sous le tapis un problème qu'elles percevaient mais qu'elles n'étaient pas obligées d'instruire. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous convaincus que, enfin, en tout cas, du côté de Cogix et Lego, que c'est un mieux de vision sociale que de révéler cette hyperconnexion au sein des organisations. Et notre mission du côté de l'éco, c'est d'aider les collaborateurs à adopter des pratiques qui soient tenables dans la durée. Et dans tenable dans la durée, on y met la sobriété, le bien-être numérique et l'efficacité. Et donc aujourd'hui, on développe une plateforme qui est managée, qui va permettre de fournir de la data aux utilisateurs, de la donner tout simplement pour renforcer la nécessité de changer et leur permettre de piloter leur action. Et puis de la connaissance, c'est ce qu'on veut faire avec cette étude et sous forme de challenge, de nudge, on va finalement créer une dynamique collective et individuelle ou individuelle pour arriver à progresser. Puisque notre enjeu finalement, ça va être de ne pas rester dans l'expectative, pardon, et vraiment arriver à trouver des leviers à proposer aux organisations pour qu'elles puissent, dans un premier temps, sensibiliser tout le monde et puis dans un second temps, trouver des solutions pour arriver à maîtriser cette hyperconnexion. Voilà, et notre objectif, il est ambitieux, mais même si on n'y arrive à l'atteindre qu'à moitié, déjà, je pense qu'on pourrait être super satisfait. Et on pense que c'est tout à fait possible d'arriver à libérer 30% du temps que l'on passe en réunion aujourd'hui dans les organisations. Alors, pour cette étude, oui, pardon, juste et voilà, bah, pour vous montrer un peu, à quoi ressemble, l'interface de l'application. Donc ça s'adresse à l'utilisateur. Chacun voit uniquement ses données ou des données à l'échelle de son équipe qui sont agrégées et avec cet objectif d'arriver d'une part à étalonner le temps qu'il peut consacrer raisonnablement en réunion sur une semaine, puis ensuite trouver, des leviers pour arriver à faire des choses qu'on connaît tous, comme par exemple réduire un peu le temps d'une réunion plutôt qu'1 heure, le passer à 50 minutes. Mais le fait de rendre visibles tous ces petits efforts individuels et collectifs, on arrive à créer une motivation et à rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, on pourra en reparler le temps nécessaire, à un autre moment. Pardon. Pour revenir sur cette étude, l'objectif, comme l'a dit Gaëtan, c'était vraiment d'avoir une approche scientifique, de venir conforter, infirmer ou pas le ressenti qu'on peut avoir d'être surchargé une grande partie de notre temps et de ce ressenti lié en fait à cette connexion permanente grâce aux formidables possibilités technologiques, mais sur lesquelles parfois on a du mal à adapter nos comportements individuels et collectifs. Donc on a analysé une population de 16 000 utilisateurs de Microsoft 365. On a fait un focus cette fois-ci sur le deuxième trimestre 2022. Et 16 000 utilisateurs qui échangent des messages pendant un trimestre ou qui organisent un certain nombre de réunions, ça fait des millions de données à traiter. Donc on a fait un vrai travail de data science avec des technologies, ouais, vous voyez les petits logos pour ceux qui s'intéressent un peu à savoir le comment du pourquoi. On a utilisé avec Kevin, mon collègue, euh, tous ces ressources pour arriver à traiter ces données et à vous fournir les éclairages que l'on va vous présenter dans un instant. Alors, je prends la main pour je sais pas si tu veux finir Ah ton tout pardon, ça, j'avais hein? oublié que j'avais un dernier point, c'était pour rassurer tout le monde sur le fait que les données étaient anonymisées euh, et qu'elles étaient aussi, on avait une architecture qui permettait de garantir la sécurité à nos clients, puisque ce sont plutôt des grandes entreprises qui sont, vous verrez dans le détail dans l'étude, qui ont fait partie de ce benchmark. Euh, où la technologie d'extraction de ces données est du côté de l'entreprise pour lui permettre de mettre en place sa couche sécurité. Et puis ensuite, les données anonymisées sont calculées pour fournir les insights dont on va parler.
Je vais maintenant vous présenter les 4 grands types de résultats qu'on a obtenus, avec l'analyse de ces, 16 000 utilisateurs, qu'on a répartis en 4 thématiques, que je vais pouvoir vous expliquer. Donc pour chacune des thématiques, je vais vous présenter le grand résultat en vous expliquant et en se basant sur la recherche en sciences cognitives, pourquoi est-ce qu'il est important de prendre en compte ce résultat. La première thématique, c'est qu'on a observé qu'il y a un travail en débordement qui est fréquent chez nos utilisateurs. Ça, on l'a vu de 2 manières différentes. La première façon de le voir, c'est déjà qu'on a identifié 3 populations, dans notre échantillon. On s'est fixé un critère pour essayer de déterminer un comportement d'hyperconnexion qui est donc le travail en débordement, symbolisé par le nombre de mails envoyés en dehors des heures de travail. Pour fixer un horaire de travail classique, on a pris la période 9h-18h et donc on a essayé de savoir est-ce que nos participants, les personnes de l'échantillon, envoient des mails en dehors de cette plage-là. On a identifié une population qui représente 30% de l'échantillon, qu'on a appelé les hyperconnectés, qui envoient au moins 10 mails par jour, qui envoient des mails en dehors de la plage 9h-18h au moins 10 jours par mois, ce qui correspond à peu près à un jour sur deux. On a, à l'inverse de ça, une population qui est plutôt qu'on appelle des connectés raisonnés, qui eux n'envoient jamais de mails en dehors de leurs heures de travail, et à peu près au milieu, ce qui représente à peu près la moitié de l'échantillon, qui envoie de manière ponctuelle des mails en dehors de leur heure de travail, moins de 10 jours par mois et donc moins d'un jour sur deux. Donc, avec ce résultat-là, on voit déjà qu'il y a à peu près un tiers de l'échantillon qui se déconnectent peu et qui ont donc qui travaillent en tout cas en dehors de leur période de récupération. Pour aller un peu plus loin, on a distingué 2 moments, en fait, 2 plages différentes dans cette période de récupération, donc entre 18h et 9h du matin. Une phase de transition qui correspond à 1 heure avant et après la journée, qui est une plage dans laquelle peut-être on est dans les transports et donc on peut être amené à travailler même si on n'est pas directement dans son espace de travail. Et une plage sacrée de récupération qui est entre 19h et 8h et qui, selon nous, mais aussi la recherche en sciences cognitives, est un moment dans lequel il faut vraiment faire abstraction du travail, s'éloigner de ces problématiques professionnelles pour pouvoir récupérer efficacement. Ce que l'on voit, c'est que évidemment, nos personnes qui sont connectées et raisonnées n'envoient pas de mails en dehors de leur heure de travail, mais qu'il y a un travail quand même en débordement et qui est significatif. En effet, on a, quasiment 27 des mails qui sont envoyés par les hyperconnectés qui sont faits en dehors de leur heure de travail et ça correspond à environ, 11 pour les hyperconnectés ponctuels. Mais pour aller un peu plus loin, on voit que les hyperconnectés envoient 1,5 de mails en plus que les hyperconnectés ponctuels lors de leur plage de transition. Mais ce nombre est beaucoup plus important dans la plage sacrée de récupération. En effet, ils en envoient 4 fois plus que les hyperconnectés ponctuels. Donc ça montre bien qu'il y a un travail en débordement. Il y a des mails qui sont envoyés en dehors des heures de travail. Alors, évidemment, le travail ne se résume pas qu'à l'envoi de mails. Donc là, ce n'est qu'une partie visible finalement du travail en débordement parce qu'il peut aussi que les hyperconnectés ou même les connectés raisonnés travaillent même s'ils n'envoient pas de mails. Alors pourquoi c'est important d'avoir des moments de récupération au cours de ces journées et donc éviter le travail en débordement au maximum? Eh bien, parce que quand on est au travail, notre corps se met en état de stress. Il va générer des envois d'adrénaline et de cortisol qui sont nécessaires parce que quand on est au travail, on a besoin d'être actif. Le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir associer à ces périodes de stress et de travail des moments de récupération pour contrebalancer finalement les efforts menés pendant la journée. Si nos périodes de récupération sont insuffisantes, si on travaille pendant ces périodes de récupération, eh bien, le poids du travail va devenir trop important en comparaison au temps de récupération, ce qui va nous mettre dans un état sous-optimal. On va accumuler de la fatigue. Si j'ai moins de temps de repos, eh bien, je vais me fatiguer davantage. Mais pour conserver un même niveau d'efficacité, on va mettre en place des efforts compensatoires. Donc, on va mettre plus d'efforts pour contrer la baisse d'efficacité, ce qui va générer encore plus de fatigue, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc l'accumulation d'un besoin de récupération. Et plus on va l'accumuler, plus ça va avoir des effets négatifs sur notre santé. Et ça, des études ont montré qu'une forte accumulation d'un besoin de récupération peut amener à une apparition des maladies cardiovasculaires ou d'épuisement professionnel. Il faut donc
conserver au maximum des moments de récupération au cours de sa journée et en dehors. Deuxième thématique que l'on a explorée au cours de ce livre blanc, c'est la quantité de mails qui sont envoyés au cours de la journée. Et on se rend compte qu'il y a un grand nombre de mails qui sont envoyés. Et ça, peu importe finalement le type de population. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le nombre de mails moyens envoyés par chacun des utilisateurs sur le trimestre. On peut voir par exemple que les personnes hyper connectées, de manière individuelle, envoient plus de 800 mails sur le trimestre. À l'inverse, les connectés raisonnés en envoient un peu moins de 100. Ce qu'on se rend compte, c'est que en fonction du degré d'hyperconnexion, donc en fonction finalement du temps en débordement que l'on alloue dans sa journée, eh bien, c'est corrélé, ou en tout cas, on voit une similarité avec le nombre de mails envoyés. Ce qui indiquerait que plus il y a de mails envoyés, plus il y a un travail en débordement, ce qui peut être logique, même si le lien de causalité, on ne sait pas forcément dans quel sens il est. Est-ce qu'ils débordent plus et donc ils envoient plus de mails, ou est-ce qu'ils envoient plus de mails et donc ça les force à déborder? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que les hyperconnectés envoient 2 fois plus de mails en moyenne que les hyperconnectés ponctuels, et même 9 fois plus que les connectés raisonnés. On voit donc une asymétrie quand même dans le nombre de mails envoyés. Ça, en soi, ce ne serait pas forcément un problème si, quand on envoie des mails, a priori, ça inclut le fait que quelqu'un va les recevoir. Et la réception des mails, la quantité d'informations qui va être transmise au sein d'une équipe, par exemple, eh bien, ça peut augmenter la surcharge mentale, la quantité d'informations à traiter. Et ça, c'est problématique, puisque quand on fait une activité, quelle qu'elle soit, on doit traiter un grand nombre d'informations, des informations qui viennent de la tâche elle-même, qui viennent de nos propres pensées, mais qui viennent aussi de notre environnement numérique. Le problème, c'est cette mémoire de travail qui va stocker en temps réel ces informations, elle est limitée. Elle est limitée en quantité d'informations qu'elle est capable de traiter en même temps. Les études parlent d'une dizaine d'informations maximum, mais elle est aussi limitée dans la durée de rétention des informations, que quelques secondes. Et donc, quand on va recevoir des nouveaux mails, quand on va recevoir des notifications, ça va augmenter la quantité d'informations que l'on a à traiter et ça va aussi prendre de la place face aux informations qui sont liées à la tâche en cours. Et plus il y a d'informations à traiter, plus l'effort que notre cerveau va mettre pour traiter ces informations, eh bien, ça va nous mettre dans ce qu'on appelle un état de surcharge cognitive, qui correspond donc à une activité trop élevée pour notre cerveau. C'est un moment dans lequel on sature, on n'arrive plus à traiter les nouvelles informations. Eh bien, cet état de surcharge mentale, il altère les capacités de notre cerveau. En effet, notre lobe frontal, qui est la partie juste à l'avant de notre cerveau, eh bien, elle fonctionne moins bien dans cet état-là. Par exemple, on arrive moins bien à inhiber les informations, ce qui nous empêche de nous concentrer efficacement, notamment si on est dans un espace très bruyant ou si on reçoit beaucoup de sollicitations. On arrive moins bien à mémoriser les informations si notre mémoire sature, et on arrive moins bien à collaborer avec les autres, notamment parce qu'on arrive moins bien à réguler nos propres émotions dans cet état-là. Et puis, si la surcharge mentale dure trop longtemps, ça peut causer une fatigue intense. On voit donc que la surcharge mentale, elle altère nos performances, mais aussi notre bien-être. Et cette surcharge mentale-là peut être influencée par la quantité d'informations que l'on traite et donc la quantité d'informations que l'on reçoit par les autres. Troisième thématique que l'on a explorée au cours de ces analyses, c'est le temps de récupération au milieu d'une journée, dont la pause déjeuner. Et on s'est rendu compte que cette pause déjeuner, justement, elle n'est pas toujours respectée. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le nombre de mails moyens envoyés par chaque utilisateur sur le trimestre en fonction de l'heure de la journée. Donc, vous avez en abscisse chacune des heures. Donc, à 0, c'est le nombre de mails envoyés entre 0 et 1 heure, etc. Ce que l'on voit, c'est que, et ça revient sur le résultat précédent, que le nombre de mails moyens envoyés par les hyperconnectés est plus important que les connectés raisonnés et que les hyperconnectés ponctuels. Mais ce qu'on voit, c'est que le nombre de mails en fonction de la journée évolue aussi différemment. On voit bien qu'entre midi et 14 heures, qui représentent une plage moyenne pour la pause déjeuner, eh bien, il y a moins de mails envoyés à ce moment-là, mais il y a quand même une activité de mail à ce moment-là. Ce qui montrerait en tout cas qu'il y a un travail qui est effectué dans ce moment-là, qui pourtant est un moment important pour la récupération.
On voit par exemple que les hyperconnectés envoient en moyenne 2 fois plus de mails que les hyperconnectés ponctuels entre midi et 14 heures, et même 17 fois plus que les connectés raisonnés. Alors pourquoi il faut pouvoir avoir des moments de récupération au cours de sa journée, pendant la pause déjeuner certes, mais aussi à d'autres moments? Eh bien, parce qu'il y a deux phénomènes qui vont avoir un impact sur notre efficacité au cours de la journée. Le premier, c'est la somnolence, qui est liée à l'envie de dormir. Si vous n'avez pas suffisamment bien dormi, eh bien, vous allez avoir envie de vous reposer. Ça, c'est un premier phénomène. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est différent, c'est la fatigue mentale. En effet, quand je passe plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures sur la même activité, eh bien, mes performances vont diminuer progressivement. C'est ce qu'on appelle la fatigue mentale. Le problème, et ça, c'est contrairement à la somnolence, c'est qu'il n'y a pas de symptômes physiologiques de la fatigue mentale. En effet, nos performances diminuent sans qu'on en ait conscience. La fatigue mentale, elle va altérer directement le fonctionnement de notre cerveau. Alors, le lobe frontal, déjà, mais même une partie plus précise de notre lobe frontal qui s'appelle le cortex préfrontal latéral, qui est une petite zone située sur le côté de notre cerveau. Eh bien, une étude en 2013 a montré que l'activité de cette zone-là, de notre cerveau, elle est diminuée quand on fait une activité mentale de manière prolongée. Selon les chercheurs, c'est la fatigue mentale qui est déclenchée avec le temps qui va altérer cette partie-là. Et donc, de manière plus précise, c'est notre efficacité générale qui va diminuer. Par exemple, nos temps de réaction vont augmenter, on va mettre plus de temps pour réagir, et puis notre précision diminue. On va faire plus d'erreurs, par exemple. Et le seul moyen de lutter contre cette fatigue mentale, c'est donc de faire des pauses, c'est-à-dire de pouvoir se déconnecter de manière physique ou mentale du travail pendant quelques dizaines de minutes, ou même pendant au moins 45 minutes pendant la pause déjeuner, pour pouvoir récupérer des ressources qui ont été utilisées pendant les tâches précédentes pour pouvoir être de nouveau efficace par la suite. C'est la dernière thématique que l'on a explorée dans ce livre blanc, c'est le multitâche qui peut être effectué au travail et notamment pendant la réunion. Alors, nous, on a exploré ce multitâche via le nombre de mails qui sont envoyés pendant la réunion. Parce que si vous êtes en réunion et que vous êtes amené à envoyer des mails, eh bien, c'est un moment dans lequel vous n'allez pas complètement suivre la réunion. On peut imaginer que certains d'entre vous, et je ne l'espère pas, ont envoyé des mails ou ont reçu des mails pendant ce webinaire. Que l'on observe, et là c'est indépendamment de la population de notre échantillon, parce que c'était une donnée qui n'était pas possible à extraire vu que dans les réunions, on pouvait regrouper des hyperconnectés ponctuels et des connectés raisonnés. On a juste essayé de voir est-ce que le nombre de mails envoyés pendant la réunion dépend du nombre de participants de la réunion. Ce que l'on voit, c'est que dans les réunions qui regroupent 2 à 3 participants, eh bien, environ la moitié des réunions, il y a eu au moins un mail envoyé pendant ces réunions-là. Il y a donc à peu près la moitié des réunions dans lesquelles il y a eu du multitâche. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus on rajoute de participants à la réunion, plus il y a de mails envoyés et donc plus il y a de multitâches. En effet, il y a 2 fois plus de multitâches entre les réunions de 2 à 3 participants que les réunions à 4 à 6 participants. 3 fois plus quand on passe de 7 à 10 participants et même 5 fois plus quand on passe à plus de 11 participants. Alors évidemment, plus il y a de participants, plus il y a de mails potentiels qui peuvent être envoyés. Mais ce que l'on voit, c'est que, en tout cas, la concentration générale pendant la réunion diminue au fur et à mesure que l'on rajoute des participants. Ce multitâche, il est à éviter au maximum parce qu'il va, comme tous les autres concepts que l'on a pu voir aujourd'hui, altérer le fonctionnement de notre cerveau. En effet, quand on fait une deuxième tâche, quand on rajoute une tâche par rapport à une tâche que l'on est déjà en train d'effectuer, eh bien, on va interrompre l'activité des neurones chargés de garder notre cible en mémoire en tête. Si vous êtes en train d'envoyer un mail alors que vous écoutez ce webinaire, eh bien, le moment où vous allez être concentré sur votre mail, votre cerveau va garder en mémoire les réseaux de neurones qui sont activés pour suivre le webinaire vont garder l'information en mémoire, ce qui va augmenter finalement le coût cognitif général de votre activité. Parce que vous allez devoir en même temps garder en mémoire les informations qui sont liées au webinaire et traiter les informations en lien avec votre mail. Et le multitâche, au final, eh bien, il va diminuer votre attention et votre réactivité. On est donc moins efficace quand on fait plusieurs tâches en même temps que si on les fait les unes à la suite des autres.
Et ce qui est intéressant, et ça a été montré en 2013, c'est que plus on pense pouvoir achever de manière efficace plusieurs tâches en même temps, eh bien moins on a de chances de l'être. En effet, il y a une corrélation négative entre nos réelles capacités en multitâche et la façon dont on pense être capable de faire ce multitâche. Et ça, on peut l'expliquer facilement, c'est que plus je pense pouvoir le faire, moins je vais faire attention finalement aux conséquences négatives de ce multitâche, ce qui va amener à d'autant plus de difficultés. Merci beaucoup, Paul, pour ces présentations. J'ai vu qu'il y a eu déjà pas mal de questions, car nous, on essaie d'y répondre, mais on pourra prendre un temps à la fin pour développer cela. Donc, voici les résultats principaux de l'étude. C'est un travail qui continue, donc ça soulève aussi, et ça fait partie des enjeux de recherche, beaucoup d'autres questions auxquelles on va essayer de répondre dans les prochaines semaines et prochains mois. Mais d'ores et déjà, face à ce constat-là, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir finalement. Et avec une pointe d'optimisme, je dirais, et on avait pas mal partagé là-dessus avec Paul, avec Arnaud, que la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'agir. Même si c'est un fléau qui dure depuis des années, même si tout le monde s'en plaint, même si parfois on voit pas de solution, en réalité, il est possible d'agir à condition de commencer par évaluer le problème. Il va être très difficile de régler une solution dont on n'a pas vraiment les contours. Et c'est pour ça qu'on vise à venir mieux documenter finalement ces risques associés aux usages du digital. L'autre chose, c'est qu'il faut justement, comme on le disait en introduction, essayer d'agir au juste niveau. Il est nécessaire d'agir sur les comportements. Paul vient de le dire, la façon dont je vais me connecter, m'hyper-connecter pendant une réunion, finalement, j'ai une responsabilité individuelle face à ça. C'est moi qui vais décider d'ouvrir ce mail et d'y répondre. Maintenant, ces comportements, ils s'inscrivent dans un environnement culturel. Dans un premier lieu, je vais avoir beaucoup plus tendance à y répondre si, dès mon premier jour dans l'entreprise, j'ai vu que tout le monde en réunion faisait du multitâche. Ça m'a renvoyé tout de suite le signal que si moi je veux monter en hiérarchie et prendre du pouvoir comme les personnes que je vais valoriser naturellement, il faut que j'adopte le même comportement. Et ça renvoie aussi à des enjeux structurels. Si, et c'est ce que peut-être nous suggèrent les premiers résultats, à savoir que les hyperconnectés traitent 9 fois de plus de mails que les autres, si je suis placé au carrefour de l'information et que finalement mon poste nécessite que transitent par moi des dizaines, centaines d'informations chaque jour, alors je vais avoir du mal à moi modifier mes comportements et réduire mon hyperconnexion, réduire mon travail en débordement. Donc pour nous, il est fondamental d'agir sur ces différents niveaux. Au niveau comportemental, avec, notre équipe, on a développé une plateforme qui va permettre justement de venir adresser des recommandations à chaque collaborateur en fonction de ses propres besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé sur le terrain. L'hyperconnexion est un terme très large qui peut renvoyer à des compétences comportementales, à des besoins d'amélioration extrêmement différents. Pour certains, ça va être un rapport au numérique en dehors du temps de travail, c'est-à-dire un pur travail en débordement. Pour d'autres, ça va correspondre à des problèmes de planification. Pour d'autres, des problèmes de gestion des outils de communication. Est-ce que je sais, utiliser, la fonction envoi différé qui était par exemple mentionnée, dans le commentaire de quelqu'un? Pour d'autres, ça va être la façon dont on va gérer ses temps de concentration. Et donc on essaye dans la même mesure que cette étude d'avoir une approche la plus personnalisée possible pour que à chaque individu reçoive finalement les bonnes recommandations pour que lui-même puisse agir au bon niveau et en obtenir un impact. Maintenant, ça suffit pas. Ça peut permettre de transformer, d'une certaine manière des comportements individuels, mais c'est pour cette raison qu'on souhaite aussi accompagner les organisations de façon systémique. Et pour ça, il est fondamental pour nous d'agir aux différents niveaux qui sont présents ici. Au niveau des salariés, avec une modification de mes pratiques, et là, il est fondamental de responsabiliser les salariés d'une certaine manière. J'ai une forme de responsabilité et je dois m'en emparer pour agir à mon propre niveau. Maintenant, il faut pas se leurrer et cette responsabilité, elle est limitée. J'ai autour de moi une équipe, qui est d'ailleurs souvent ce qu'on observe un peu le parent pauvre, de ces sujets-là. On va s'intéresser aux managers, on va s'intéresser aux individus, mais derrière les individus, les comportements sont une somme de comportements individuels. Et moi, j'ai beau essayer de mieux me concentrer, de mieux déconnecter, si autour de moi, tous mes collègues ont, une gestion, on va dire, chaotique de la circulation de l'information, il y a très peu de chances que j'y arrive. Donc on va aider les équipes à permettre à ce qu'une équipe permette à chacun de trouver justement les modes de travail qui lui correspondent.
et d'avoir un équilibre entre mes besoins individuels et les besoins de l'équipe. Derrière, le manager a aussi une responsabilité de créer les conditions pour que cela s'opère dans son équipe. Mais ça, il doit l'initier, il n'a pas forcément à le faire tout seul. Et donc, il est fondamental aussi d'accompagner, de donner des marges de manœuvre aux équipes pour décharger d'une certaine manière le manager et que ce ne soit pas une action en plus non inscrite sur sa fiche de poste, mais qu'il aurait à gérer. Et enfin, ce dont on se rend compte lorsqu'on accompagne ces transformations-là, c'est qu'on observe des zones de friction qui sont au-delà de l'équipe, au-delà du manager, qui sont inhérentes à l'organisation elle-même. Des problèmes d'outils, des problèmes de culture, des problèmes d'espace, des problèmes de charge de travail, d'organisation entre les différentes équipes. Et ça, il est fondamental que par des transformations dans les équipes, on puisse les identifier et que la direction les prenne en charge. La direction n'a pas seulement pour vocation de, je dirais de manière caricaturale, mais de donner des bonnes pratiques et de transmettre des bonnes pratiques. Elle doit identifier là où il est nécessaire qu'elle agisse et ce qui n'est pas à la main des salariés, des équipes et des managers pour pouvoir, elle, prendre ses responsabilités et finalement créer des environnements de travail qui soient réellement efficients. Et si je me permettais d'être optimiste par rapport à ça, c'est que pour vous donner un exemple, on a accompagné une équipe RH, ce sont souvent des fonctions d'ailleurs particulièrement sensibles à ces sujets d'hyperconnexion parce qu'elles sont au service des autres, au service de clients internes et donc mises au carrefour de l'information. Et ce que vous voyez ici, ce sont les modifications comportementales des membres de cette équipe avant et après, une période de 8 à 10 semaines. Et ce qu'on observe, c'est une augmentation, une amélioration significative de la gestion des outils de communication, de la gestion des pauses et de la gestion des temps de récupération. Donc on peut observer une modification concrète et profonde de ces changements à partir du moment où on va les accompagner justement avec une démarche relativement personnalisée d'une part et collective. Ici, on a pris toute l'équipe. Chaque membre de l'équipe a mis en place des comportements individuels, mais l'équipe a aussi décidé de modes de planification, de modes de gestion de l'information qui étaient inhérents à l'ensemble de cette équipe et de ses membres. Et l'autre chose, c'est que ces modifications comportementales, derrière, elles se retranscrivent sur l'état des salariés. On disait en tout début de webinaire, notre objectif, c'est d'améliorer le fonctionnement du cerveau. C'est de faire en sorte que l'on puisse être plus épanoui, préserver nos ressources cognitives et plus efficient. Et on observe qu'en agissant sur les comportements, on va agir sur l'équilibre cognitif que vous voyez tout à droite, qui correspond à un inverse de la charge mentale, donc à une absence de surcharge mentale d'une certaine manière. On va agir sur l'énergie, moins de fatigue de ses équipes et de ses membres à la fin du dispositif. Et on va aussi globalement agir sur la satisfaction au travail, qu'on a vu s'améliorer. On est en train de continuer les études dans ce sens-là, mais en tout cas, chaque dispositif nous amène à une amélioration. Et pour conclure, et les prochaines étapes de cette étude, je vais juste me permettre, j'en suis désolé, mais on m'a signalé que je laguais un petit peu. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, Arnaud et Paul? Non, c'est bon? OK. Alors je continue comme ça. Donc quelles sont les prochaines étapes? Et ça répondra à une partie des questions. Bon, notre objectif commun, il est de continuer à apporter plus de marge de manœuvre aux salariés, à libérer du temps. C'est ce qu'évoquait, Arnaud avec cet objectif de 30 de temps réunion en moins et à préserver ses ressources cognitives pour redonner des marges de manœuvre là où c'est nécessaire, là où ça apporte de la valeur au collectif, à l'entreprise et aux individus. À savoir que si j'arrive à traiter moins d'informations ou à mieux les traiter, derrière, je peux allouer mes ressources à l'innovation, à l'apprentissage, au lien social, à la récupération. Toutes ces choses qui finalement sont fondamentales à la fois pour l'individu et l'entreprise. Et donc ça, on souhaite le faire à travers 2 objectifs en parallèle. Le premier, c'est de continuer à documenter l'hyperconnexion et ses conséquences par la mise en place d'études dans des entreprises, partenaires qui nous permettront justement d'aller voir ces résultats et ces données en fonction des typologies de salariés, de voir, si un manager ou un collaborateur a des comportements qui sont différents, de voir si des métiers vont avoir des usages qui sont différents, de voir si le télétravail, sujet clé, on voit que de plus en plus d'entreprises ont envie de revenir dessus, de voir si le télétravail génère de manière causale des comportements et des usages du numérique qui sont différents. Toujours avec pour objectif d'avoir des approches plus localisées, plus ciblées et donc plus efficientes. Et donc, en parallèle de cela, d'accompagner aussi des expérimentations pour pouvoir évaluer l'impact des solutions qui pourraient être amenées. Puisque de la même manière qu'on a un manque cruel de données sur les risques, sur les usages, on a également un manque cruel de données sur l'impact
réelles et efficaces et durables des choses qui peuvent être mises en place? Est-ce qu'une charte a un impact? Est-ce qu'une modification des horaires, de connexion et de déconnexion a un impact sur les collaborateurs, sur leur efficacité et sur les salariés? Et de la même manière que les entreprises aujourd'hui ont besoin d'expérimenter des choses, il nous semble important que ces expérimentations conduisent à une, j'ai envie de dire, une amélioration globale de l'écosystème et donc à des évaluations d'impact rigoureuses de ces dispositifs, quelle qu'en soit la nature, qu'ils soient digitaux, organisationnels, culturels ou plus locaux. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop vite sur cette dernière partie et si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Alors, je vais peut-être balayer un petit peu. Arnaud, Paul, sentez-vous libre, hein, d'ouvrir votre micro pour répondre à des points ou commenter des points. Faut que Théo lève la main pendant qu'on regarde, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, Théo. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais poser, vite fait, une question sur, la nature, en fait, des postes, que vous avez évalués, en fait. À savoir si dans les 3 populations que vous dégagez, c'est sur des postes, que vous arrivez à qualifier d'équivalents, on va dire? Alors aujourd'hui, Arnaud, vas-y, je te laisse, répondre. Oui, quand vous parlez de poste, c'est, fonction, rôle dans l'organisation? C'est en tout cas comme ça je comprends la question. Aujourd'hui, on n'a pas cette métadonnée. Par contre, on a analysé des populations d'entreprises, dans leur intégralité. Donc on a quand même une certaine représentativité entre top manager, manager opérationnel et puis on a même des cols bleus dans la population. OK, merci beaucoup. Ça fait justement partie des choses qu'on va devoir affiner par la suite. Pour répondre aux 2 questions et après Brice, je vous passerai la parole de Thomas et Jean. Le télétravail, on sait depuis 2019 à peu près que les cadres qui font 2 jours ou plus de télétravail par semaine sont 2 fois plus nombreux à travailler plus de 50 heures, 2 fois plus nombreux à travailler le soir et le week-end. Donc, ces données-là, en tout cas en 2019, tendaient plutôt à nous montrer qu'avec le télétravail, on avait une disparition des limites et une augmentation globale du temps de travail. Maintenant, il faut qu'on évalue l'impact dans la journée. Est-ce qu'on a plus d'usage des outils de communication ou des usages moins efficients? Et pour répondre à la question de Thomas, bonjour Thomas, sur les recommandations concrètes, elles sont de différentes natures et assez la liste pourrait être longue, mais au niveau individuel, c'était des choses, volontairement relativement simples. Est-ce que Paul, tu peux arrêter ton partage de caméra, s'il te plaît, d'écran? Parce que là, on se voit en double, Alors, il c'est me pas semble. moi, il y a quelqu'un qui a récupéré le partage. OK. Alors bon, pendant que la personne le libère gentiment, merci. Donc les recommandations sont volontairement simples, a priori, hein. Je dis bien a priori. Couper ses notifications à certains moments, mettre en place une délégation avant de partir en congé pour s'assurer, de pouvoir effectivement, déconnecter, avoir des plages dédiées au traitement des mails et à la concentration, réduire le multitasking en réunion et cetera. Tout ça, c'était des choses relativement individuelles. Je m'engageais à. Maintenant, il y avait des défis collectifs et pour en citer, peut-être 2 principaux, le premier, c'est que l'équipe a défini des règles d'utilisation des usages de communication en interne. Donc c'est elle qui a défini sa propre charte d'une certaine manière, collaborateurs et managers compris. Un deuxième a été d'identifier les questions récurrentes qu'ils obtenaient de la part de leurs clients internes, donc pour rappel, c'était une équipe RH et d'avoir un drive dans lequel il y avait toutes ces récompenses-là pour pouvoir y gagner du temps parce qu'ils avaient identifié que c'était une cause de surcharge importante et la troisième, ça a été d'aller, heu, créer un support et organiser des réunions avec leurs équipes, leurs demandeurs clients internes principaux pour leur rappeler les règles, avec lesquelles ils souhaitaient que les demandes leur soient attribuées. Donc là, on commence à être sur des règles collectives, mais qui renvoient vers l'extérieur et c'est justement l'objectif de partir d'une surcharge mentale individuelle, d'identifier quelles en sont les causes et après, lorsque les causes sont externes, d'aller travailler dessus. Et Brice, il me semble que vous aviez levé la main en espérant avoir répondu aux 2 dernières questions. Oui, bonjour à tous, merci pour la présentation. Moi, je m'interroge quand on parle de la fatigue au travail et des conséquences néfastes qu'elle peut avoir sur la santé ou sur l'efficacité. Je m'interroge sur la motivation, sur le rapport de la motivation des gens par rapport aux résultats qu'ils obtiennent. On sait très bien qu'il y a des dirigeants d'entreprise qui travaillent 16 heures par jour, et comme ils sont extrêmement motivés, on a l'impression qu'ils ne fatiguent pas au travail. Et on a des collaborateurs qui travaillent 8 heures par jour
mais qui sont moins motivés et on a l'impression qu'ils traînent les pieds et qu'ils sont toujours très fatigués. Comment vous analysez ce paramètre avec les outils dont vous disposez? Alors, on ne l'a pas évalué encore, dans cette étude. Maintenant, il y a des liens dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'effectivement, la recherche nous montre que lorsqu'on a une motivation accrue, on va avoir un retard de l'apparition des effets de la fatigue mentale. Donc, ce qu'on a toutes et tous ressenti à un moment, quand vous bossez sur un sujet qui vous amuse, quand vous êtes en train de bricoler, si c'est ce qui vous éclate, en fait, à ce moment-là, vous pouvez continuer pendant des heures et la fatigue mentale n'arrive pas, ou en tout cas, elle va arriver plus tard. À l'inverse, je peux avoir la motivation repose sur un équilibre assez subtil entre différentes choses, notamment entre ce qu'on va appeler des leviers de récompense et l'effort associé à une tâche. Et lorsque je prédis un effort important dans une tâche dans laquelle je dois m'engager, ça va venir diminuer, la prédiction de récompense que je vais en obtenir. Plus un effort est important, plus la tâche aura une valeur relativement faible pour moi. Et donc, il se peut aujourd'hui que, par une augmentation, notamment du fait du digital, de l'effort associé aux tâches, je fais le même job qu'il y a 2 ans, sauf qu'en fait, je le fais avec une surcharge mentale plus accrue, ça va venir diminuer ma motivation au travail. Et c'est une hypothèse, mais en tout cas, dans cette crise de l'engagement que certains appellent comme ça, ou quiet quitting, ou en tout cas diminution de la motivation qui commence à être caractérisée dans la population française, chez les jeunes, mais également chez les cadres, j'insiste là-dessus, parce que ça, on a beaucoup moins parlé dans la presse, mais les cadres se disent moins motivés aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Elle pourrait être due à une augmentation de l'effort, d'une certaine manière. Et après, il faut le questionner aussi et le mettre au centre de la table, à la question du sens associé au travail. Et plus j'ai un travail qui est morcelé, plus j'ai un travail qui est complexe, dans lequel finalement je ne vois jamais la finalité de mon action, moins je vais avoir une motivation, à effectuer ce travail-là. C'est une réponse partielle, on pourrait passer beaucoup de temps sur la motivation, mais j'espère qu'elle vous donne quand même quelques éléments de réponse. Il y a d'autres questions ou remarques? Oui, Jean? Oui, du coup, si je poursuis votre réponse, voudrait dire que quelque part, vous pourriez effectuer un lien entre l'hyperdigitalisation et un peu la baisse de l'engagement ou la baisse de l'efficacité. Ou voilà, je vous pose la question. Alors, sur la baisse de l'efficacité, j'en suis assez convaincu et l'étude, en tout cas, vient nous montrer que nous montre que cette hyperconnexion peut entraîner, des effets sur la cognition. Ils peuvent être On n'a pas tout évalué, donc ils peuvent être compensés par d'autres sujets. Sur la motivation, ça devrait être caractérisé, mais enfin, il va falloir que ça le soit. Mais en tout cas, quand on regarde, si on prend juste les études de la Fondation Jaurès qui nous montrent une diminution de la motivation chez les jeunes, post-Covid, mais aussi chez les cadres, ça tend à aller chercher une réponse autre que la réponse purement, générationnelle. Et quand on analyse les évolutions du travail dans les dernières années, il semble que la digitalisation soit une des transformations les plus transverses que l'on observe dans toutes les organisations et dont les cadres pourraient être particulièrement la victime. Donc ce sont uniquement des hypothèses, mais aujourd'hui assez fortes, ouais. Pour compléter aussi avec les datas, donc là, l'étude était focalisée sur un seul trimestre, mais notre échantillon est sur 2 années. Et ce qu'on voit quand même quelles que soient les populations, c'est une augmentation du temps passé en réunion sur ces 2 années, et significative, j'ai plus le pourcentage exact, et une augmentation aussi du nombre d'interactions par mail. Donc, en fait, je pense, une accoutumance à cette aggravation de la situation qui fait qu'on ne réagit plus. On n'a plus ce sursaut par rapport à cette situation, mais il y a quand même eu une accélération de l'élargissement des temps de plage de travail depuis que le télétravail s'est généralisé suite à l'épisode Covid. Pour répondre rapidement à la question, d'Emmanuel, oui, l'intervention a été, filmée. Je ne l'ai pas dit en introduction, j'en suis désolé. L'intervention a été filmée, donc on pourra vous renvoyer le replay. Et je vois que Sigolène, bonjour Sigolène, a, une question. Oui, bonjour. C'est plus, en fait, une remarque parce que je suis médecin, donc en entreprise, et les cadres, et surtout les cadres sup, se plaignent énormément donc d'être cet envahissement de mails et des réunions. Il y a des spécialistes de la réunion toute la journée. Et je trouve que du coup, votre étude est absolument édifiante et moi, j'aimerais bien pouvoir m'en servir à titre pédagogique quand je fais des actions de prévention sur tout ce que vous avez mis en évidence sur tout ce qui se passe pendant une réunion et selon le nombre de personnes.
Donc je pense que là, c'est vraiment, ça correspond vraiment au fait que tout le monde est submergé par les mails, tout le monde veut vraiment essayer de trouver quelque chose pour remédier à ça. Mais pareil pour les réunions. Alors chez nous, dans notre entreprise, c'est exacerbé, alors peut-être comme dans toutes les grosses boîtes, mais du coup, avec des éléments concrets tels que vos recherches ont permis de montrer selon le nombre de participants, la dégradation en tout cas du multitasking, hein. Et ça, moi, je trouve que c'est édifiant, et de pouvoir le prouver. Dès qu'on dit c'est prouvé par les neurosciences, alors là, on est un peu plus crédible. Donc, merci à vous. Merci Sigolène pour ce retour, effectivement. Mon Je micro est pense, coupé. ouais, on a une ambition qui aujourd'hui commence tout juste à se concrétiser. C'est de révéler, c'est de rendre cette hyperconnexion, cette aggravation du nombre d'interactions par mail et des temps en réunion visible, dans le but finalement de renforcer la nécessité de changer auprès des équipes, parce que les solutions, vous l'avez vu, on vous les présente, puis vous les connaissez, elles sont à la portée de tous. Aujourd'hui, on a plus le sentiment que c'est une question de priorité, de mobilisation, et puis j'ai envie de dire le fait qu'on s'est vraiment accoutumé, on s'est endormi face à cette aggravation et on réagit plus. Donc c'est ça qui est un peu quelque part frustrant, c'est qu'on voit les choses se dégrader, on voit que la technologie ne va pas résoudre ce problème-là, elle a tendance au contraire à aggraver la situation, et les équipes au sein des organisations ne se sentent plus, comment dire, c'est plus un sujet qu'on a envie de traiter. C'est-à-dire même quand on parle de ce sujet-là, tout le monde fait un constat de bah oui, c'est comme ça, et on fait avec. Et c'est ça qu'il faut arriver, je pense, à casser et à redonner la possibilité aux équipes de questionner d'abord de manière très légère leur façon de travailler. Pourquoi est-ce que les temps de réunion durent 1 heure? C'est des choses toutes bêtes, on peut facilement les réduire de 50 minutes. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être mises en place, et je pense que tout ça, c'est à la portée de nos grandes organisations. Et pour continuer sur ce sujet de la réunion et répondre à Adèle, effectivement, la diminution, c'est une forme de cercle vicieux, c'est-à-dire que la diminution des temps informels vient freiner, bon, déjà le lien social qui est fondamental pour d'autres raisons, et vient freiner une circulation d'informations qui donc derrière doivent être traitées en réunion. Maintenant, je pense que mettre uniquement la charge là-dessus viendrait à cacher une partie du problème. C'est-à-dire que la façon dont on organise ces réunions, la culture du fait que tout le monde doit être informé de tout, les questions de mandat et de prise de décision conduisent aussi à une augmentation des réunions et une augmentation des personnes présentes en réunion. Et donc, effectivement, il faut pouvoir questionner ça, et ça peut et ça doit être fait déjà à la main des équipes. De se poser la question de pourquoi on fait des réunions, comment on fait des réunions et avec qui on fait des réunions. Et ça, c'est un sujet qui peut être posé assez simplement. Je dis pas que la réponse le sera, je dis pas que son maintien dans la durée le sera, mais en tout cas, toutes les équipes doivent pouvoir aujourd'hui se poser ces questions-là pour amener des premiers éléments de réponse. Et ce qu'on voit lorsqu'on accompagne des directions complètes, c'est que si on se retrouve avec 5-6 équipes qui chacune commence à faire bouger les lignes, derrière, il est possible d'accompagner un changement culturel. Puisque finalement, lorsque j'invite 4 personnes d'une autre équipe à une réunion et qu'ils me renvoient juste un petit message en me disant: «Est-ce que tu pourrais me préciser pourquoi je dois venir à cette réunion?» Ça me renvoie quand même un signal qu'en fait, il est peut-être pas si normal d'inviter quelqu'un, en disant: «Tiens, je viens de prendre 1 heure dans ton agenda», sans que tu en aies entendu parler, par ailleurs. Et donc ce sont par ces comportements, ces interactions qui viennent aussi nous renvoyer des signaux sur, la façon dont on doit travailler collectivement, qu'on pourra avancer. C'est simple à dire, ça prend du temps à faire, mais en tout cas, c'est possible et ça fonctionne. Alors, pour vous préserver un temps, de déjeuner, même si on sait qu'on a grignoté un petit peu dessus et on s'en excuse, mais on essayait de trouver le bon créneau et le créneau équilibré. On avait décidé de s'arrêter à 45, donc un grand merci à celles et ceux d'entre vous, qui se sont connectés, qui étaient présents. S'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu et qui sont brûlantes, n'hésitez pas à allumer votre micro pour la poser. Et sinon, puisque je n'entends rien, en tout cas, encore merci. Le livre blanc est disponible sur nos sites. Le replay le sera également. Vous avez mes coordonnées ou celles d'Arnaud, pour la partie de l'écho, de Paul. On relaiera en fonction. N'hésitez pas à nous contacter, pour d'autres informations. Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à ce travail, à nos travaux. Merci. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.